Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Nous recevons ce matin Anne Genetet, qui est ministre de l'Éducation nationale. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous allez nous aider à comprendre la situation politique. Où en est-on ? Le choix du Premier ministre incombe au président de la République, qui a dit « Nous aurons un nom dans les 48 heures ». Il a dit ça hier. Bon, nous sommes le lendemain matin. Donc avant demain soir, nous aurons le nom d'un Premier ministre. Bon, vous le pensez ? En tout cas, je le souhaite, je l'attends comme tous les Français. D'ailleurs, on a besoin d'un Premier ministre pour pouvoir avancer. On a besoin d'un Premier ministre. Bien. Alors, il y aurait un accord avec plusieurs partis. En fait, c'est finalement le retour des grands partis. Bah oui. Oui, puisque les partis se sont réunis autour d'Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui les a réunis hier. Hors RN et hors LFI. Accord sur quoi ? On ne censure pas, on n'utilise pas le 49.3. Quel que soit le Premier ministre. C'est ce que vous avez compris ? Ce que j'entends surtout, vous voyez, ceux qui nous entendent en ce moment-là, vous avez des gens qui vont emmener leurs enfants à l'école ou qui viennent juste de les déposer, ceux qui vont travailler, ceux qui ont déjà commencé à travailler. Tous ces gens-là, franchement, vous croyez que c'est ça qu'ils attendent ? Mais non. Eh ben non. En ce moment, ils attendent surtout qu'on s'occupe de leur fin de mois, parce que là, c'est Noël. Quel cadeau je vais pouvoir mettre sous le sapin ? Ils ont envie de parler de sécurité, s'assurer qu'ils vont pouvoir fêter Noël tranquillement. Ils ont envie de pouvoir parler d'accès aux services publics. Et il se trouve que ces trois éléments-là, ils étaient justement dans le budget qui viennent d'être mis à bas par le RN et LFI. Voilà. Donc, moi, je pense surtout à tous les Français qui vous écoutent en ce moment, qui nous écoutent. Bon, donc, mais il faut quand même trouver une solution politique pour faire avancer. Pas parce qu'il va falloir voter un budget à un moment donné ou un autre. C'est la responsabilité de chacun. C'est la responsabilité de chacun. C'est pour ça qu'il y aurait une loi spéciale présentée tout à l'heure en Conseil des ministres. Il faut que l'État puisse avancer. Il a besoin de pouvoir lever l'impôt en janvier. Il a besoin de pouvoir payer ses fonctionnaires. Donc tout ça sera fait pour que l'État puisse continuer à fonctionner en respectant strictement à la lettre nos institutions et notre Constitution. Et les Français, au bout du compte, ils ont surtout envie qu'on puisse s'intéresser à leur pouvoir d'achat, à leur sécurité, à l'accès aux services publics, et c'est ce que nous faisons. Bien, j'espère d'ailleurs que cette loi spéciale qui sera soumise à l'Assemblée nationale la semaine prochaine sera votée par les députés. Enfin, je crois. Je vois pas. C'est la responsabilité de chacun. Oui. Et j'en appelle à la responsabilité de tous, y compris de ceux qui s'accrochent comme une moule sur son rocher à la France insoumise, par exemple. Ah bon ? Qui s'accroche à la France insoumise ? On a bien le Parti socialiste notamment, qui a pourtant un passé de parti de gouvernement, qui a exprimer quelques valeurs et dont j'entends d'ailleurs qu'il bouge récemment. Je suis assez intéressée par les bougées, comme on dit, de ce parti, et qui montre qu'il y a un appel à la responsabilité qui fait mouche, et c'est une bonne chose, encore une fois, pour nos concitoyens. Le président de la République a été clair, je ne tendrai pas la main au RN, personne ne veut redonner la main au RN, c'est ce qu'il a dit, c'est clair, c'est la raison pour laquelle le RN n'est pas convié. Il y a plusieurs choses. D'abord, nous avons 11 millions d'électeurs, ou 10 millions, enfin bon... Nous avons 50 millions d'électeurs en France, parmi lesquels nous avons 11 millions d'électeurs, effectivement, du Rassemblement national, mais nous avons l'ensemble des Français. Et la responsabilité d'un parti politique, quel qu'il soit, me semble-t-il, c'est de pouvoir s'adresser à la totalité des Français, à tous les Français sans exception. Et dans les propositions qui sont faites, le budget qui en vient encore une fois d'être mis à mal, d'être censuré par le Rassemblement national, était un budget qui apportait des réponses à tous les Français. Je veux vraiment insister là-dessus, absolument à tous les Français. Je vais vous donner deux exemples. Il y avait par exemple ces mesures qui permettaient de prolonger, on en a beaucoup parlé, la validité des titres restaurants pour l'année 2025 pour continuer à les utiliser dans les grandes surfaces. On avait également le prêt à taux zéro. Là aujourd'hui, on a des Français qui avaient un projet d'achat immobilier pour avoir leur logement. C'est le fondement d'avoir un toit sur la tête. Le prêt à taux zéro tombe à cause de la loi qui vient d'être censurée par Madame Le Pen et ses députés. Donc voilà des projets très concrets qui étaient pour l'ensemble des Français. Derrière, il y a des offres politiques, des prises de position politiques avec lesquelles nous sommes complètement en désaccord. Moi, je ne veux pas que nous ayons une France qui refuse d'apporter sa contribution à l'européenne, faisant par là une sorte de Frexit déguisé. N'oublions pas que l'Europe, c'est elle qui apporte de l'aide aux agriculteurs, qu'ils réclament aujourd'hui à corps et à cri, qui ont été trahis par Madame Le Pen. C'est ça la réalité. Nous avons derrière un Rassemblement national qui aurait envie de s'aligner dans sa politique étrangère, soit sur M. Poutine d'un côté, soit sur la politique commerciale de M. Trump. Ça n'est absolument pas ma façon de concevoir ce qui me semble bon pour le pays. Donc nous parlons à tous les Français, nous faisons des offres pour tous les Français. Et pour ceux qui nous écoutent très concrètement, le pouvoir d'achat, la sécurité et l'accès aux services publics. Vous savez que l'accès aux services publics,
Dans la loi de finances que Mme Le Pen a censurée, c'était 100 maisons France Service de plus. On arrivait à un total de 2900. C'est là que les Français peuvent aller, par exemple, en ce moment, ils ont un problème numérique, informatique, ils peuvent aller trouver de l'aide. Donc, ils peuvent aller demander une aide, une bourse pour leurs enfants, une aide pour leur logement. C'est là qu'ils peuvent la trouver. Bon sang, ne pas censurer les maisons France Service, c'est incompréhensible. La censure, quelles conséquences dans l'éducation nationale, Anne Genetet? Les conséquences, alors très concrètement, il y a du... Très concrètement, c'est par exemple des recrutements pour améliorer la sécurité de nos établissements scolaires. C'est des assistants d'éducation qu'on ne peut pas embaucher. C'est la rénovation de nos établissements scolaires pour les sécuriser, pour apporter la sécurité, pour avoir des dispositifs anti-intrusion. Oui. On avait 500 millions sur la table. Oui, c'est aussi pas de suppression de postes. Hein. Donc, oui, mais derrière, n'oublions pas que nous avons aussi une réalité il faut dire la vérité aux Français. On a une réalité démographique. On a une réalité démographique. On a perdu 100 000 élèves à cette rentrée. On en perdra encore probablement 100 000 à la rentrée prochaine. Gouverner, c'est aussi anticiper. Donc il faut aussi en tenir compte de cela. Quand on embauche un professeur, nous l'embauchons pour 40 ans. Donc il faut aussi avoir cette vision et cette lucidité. Oui, sauf qu'il y a dans nos écoles de plus en plus de contractuels, malheureusement, parce qu'il y a de moins en moins de candidats à l'enseignement. Hein, nous avons un sujet d'attractivité des métiers, absolument, c'est un sujet majeur. Qui comporte plusieurs composantes. La rémunération, sur laquelle nous avons beaucoup bougé. Le président de la République avait demandé que nous les augmentions de 10%. Nous sommes allés au-delà. Ils ont été augmentés de 11%. Ce qui fait que les débuts de carrière aujourd'hui, vous n'avez pas un enseignant qui démarre aujourd'hui sa carrière comme titulaire en dessous de 2100 € net par mois. C'est la réalité. Ensuite, avec un ensemble de moyens qui permettent d'augmenter encore la rémunération. Nous avons travaillé sur les fins de carrière qui leur permettent de partir en retraite dans de bonnes conditions. Nous avons ouvert, nous avons mis à l'agenda social, c'était prévu, le traitement des milieux de carrière, parce qu'il y a encore une progression à améliorer. Ça, c'est le côté rémunération. Mais il y a aussi les conditions d'exercice du métier. Et là, il y a aussi un chantier que j'avais ouvert, parce que nous savons que nos enseignants aujourd'hui travaillent parfois dans des conditions difficiles. Nous devons également les soutenir. Je vais y revenir. Mais concrètement, pas de budget, censure donc, pas de suppression de postes, 2000 prévus dans la dernière version du Sénat. Absolument, voté à l'unanimité, sur laquelle j'ai émis un avis de sagesse d'ailleurs. Bien. Et pas de création de postes d'AESH, hein aussi. Il y en avait 2000, et ça, c'est l'accompagne nos enfants en situation de handicap. C'est le deuxième métier du ministère. Nous avons aujourd'hui des enfants en situation de handicap. Un peu plus de 300 000 bénéficient d'une aide pour pouvoir être scolarisés et suivre une scolarité normale. Et nous en avons d'autres qui sont en attente. Nous avons besoin de recruter dans ces métiers-là aussi. C'était 2000 postes supplémentaires qui étaient prévus. Bien. Qui veut devenir prof? J'en parlais il y a un instant. Combien de candidats inscrits au concours d'enseignants? Alors, cette année, nous avons 1900 postes ouverts. Oui. Je veux dire que là aussi, nous sommes obligés de nous projeter sur 40 ans. 1900 postes, et j'espère que nous aurons 1900 admis. Oui, 1900 postes ouverts. Ça veut dire moins que les années précédentes. L'année dernière, c'était 1700 admis. Ah bon. Voilà, donc nous avons 1900 cette année. Bien. Anne Genetet, vous voulez rester ministre de l'Éducation nationale? Je suis au service de mon pays comme je l'ai toujours été depuis de nombreuses années, notamment depuis 2017. Vous aimeriez rester. Je suis à la disposition du président de la République, c'est son choix et son seul choix qui compte. Non, mais ça on l'a bien compris, mais aimeriez-vous rester? C'est une belle maison dans laquelle il y a beaucoup de choses à faire et je note aussi que c'est une maison qui a besoin de stabilité, c'est certain. Voilà. Vous savez, d'autant que toutes les mesures sont prises. C'est clair, ça veut dire j'ai envie de rester. Sont prises à la dimension. Effectivement, combien de ministres de l'Éducation nationale différents? 4 je crois que cette année, 4 en 2024, en effet. 4 ministres de vous avez raison de le souligner. Néanmoins, je veux comme souligner aussi que depuis 2017, d'abord, l'école est la priorité du président de la République. Il a impulsé priorité avec toujours des classes sans prof. Ce souci, il y en a très peu, il y en a encore et c'est toujours un drame. Un prof qui manque, c'est toujours un drame. Et nous recrutons constamment toute l'année. Taux de remplacement, 15%. Donc, les remplacements de courte durée s'améliorent constamment. On est passé de 5 à 15. Donc, mais oui, mais ça s'améliore, il faut les trouver les profs. Donc nous avons aussi besoin d'aller les chercher. Au salon de l'orientation, d'ailleurs, il y avait un grand stand de Devenez enseignant, où j'ai rencontré notamment un enseignant qui était un reconverti cadre du secteur salarié et qui était passionné, qui a souligné l'excellente qualité de l'accompagnement dont il a bénéficié pour pouvoir devenir enseignant. Moi, j'en appelle à toutes ces personnes qui se posent des questions, 35-45 ans, qui ont envie de donner du sens à leur carrière. Devenez enseignant, il y a des belles choses à y faire. Les atteintes à la laïcité, où en est-on ? Alors, vous avez des derniers chiffres? D'abord, la première chose. Sur l'année, par exemple, 2024. Je vais vous dire, Monsieur Bourdin, il y aurait une seule atteinte à la laïcité, elle serait inadmissible. Une seule serait inadmissible. Donc, de toute façon, une est toujours une de trop.
Donc ce qui est important de noter, c'est qu'il reste des atteintes à la laïcité. Elles sont sensiblement, si je prends les ports de signes ostensibles, ils sont en baisse. Les contestations d'enseignement, en revanche, les atteintes aux valeurs de la République sont en légère progression, mais il faut les combattre. Les atteintes aux valeurs de la République, c'est quoi? Alors, c'est par exemple quelqu'un qui va contester l'état de droit, qui va contester la notion de liberté, égalité, fraternité, qui va contester la liberté de la presse, par exemple. Oui. Ça, c'est totalement inadmissible, et c'est là que nos enseignants sont souvent contestés. 1 sur 2 dit être contesté dans ces enseignements. La plupart disent que à travers un dialogue... 1 sur 2 est contesté dans ces enseignements. Et c'est absolument de trop. Mais contesté par les élèves ou par les parents d'élèves? Les deux, par les élèves. Les contestations de parents progressent, soit sur des enjeux de laïcité, soit de valeurs de la République, soit... par exemple, de contenu d'un enseignement, une note qui ne leur convient pas, un thème qui ne leur convient pas, notamment en ce moment on en parle beaucoup, l'éducation à la sexualité, qui fait partie du programme obligatoire. Donc là, si vous voulez, il faut aussi voir le soutien que nous avons apporté à nos professeurs. Il faut aussi voir que les chiffres que nous citons là témoignent aussi du fait qu'il n'y a plus de pas de vague. C'est tolérance zéro. Et nos professeurs et nos personnels éducatifs sont encouragés à parler, à dire, à remonter tous les jours. Sur mon bureau, tous les jours, j'ai la remontée de tous les faits dans tous les établissements de France. Et je vois exactement, tous les jours, il y a à peu près un fait, quelque part en France, sur le territoire national, d'atteinte à la laïcité. Mais derrière, que se passe-t-il? 1 par jour, à peu près. Mais que se passe-t-il derrière? Nous avons d'abord immédiatement, dès qu'un enseignant est menacé, la protection fonctionnelle. Quand c'est plus sévère, la protection par des forces de l'ordre. Nous avons également des équipes valeurs de la République qui peuvent venir dans l'établissement, auprès du professeur, dans son cours même, pour le soutenir. Tout cela est mis en place et nous avons un élément qui manque, sur lequel je souhaiterais pouvoir travailler, qui est que lorsque, certes, l'enseignant peut déposer plainte, et systématiquement dépôt de plainte, plus un signalement au procureur de la République de la part de l'institution, mais il faut encore un élément de plus qui manque dans la loi, c'est que l'institution puisse, elle aussi, en tant que fonction publique, déposer plainte pour soutenir aussi nos enseignants contestés. Vous demandez à ce que l'institution puisse déposer plainte? Absolument, ça c'est un fait très important. Vous aimeriez que ça soit inscrit dans la loi? Absolument, ça doit être inscrit dans la loi, ça concerne toute la fonction publique et pas seulement les enseignants, ça concerne également les hôpitaux. Il faut pouvoir avancer sur ce sujet-là. Bien, aujourd'hui, il y a une actualité du jour, si je puis dire, puisque procès de cette jeune fille de 18 ans qui a giflé et frappé son enseignante parce que son enseignante lui demandait d'ôter son foulard. C'était un exemple typique d'atteinte d'un enseignant d'abord qu'il faut soutenir, pas un soutien. Il faut que les sanctions soient exemplaires. Les sanctions sont exemplaires, il y aura systématiquement sanction disciplinaire puisque c'est une infraction scolaire grave, de même que l'enseignant est protégé, il a bénéficié de la protection fonctionnelle. Elle a été sanctionnée, la jeune fille? Je ne sais pas, on est le conseil de discipline, mais il y a toujours un conseil de discipline qui est convoqué. D'ailleurs, je tiens à souligner que les modalités de convocation d'un conseil de discipline ont été simplifiées pour que ça puisse aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'était très important. Et qu'il n'y ait pas de délai, qu'il y ait un délai le plus court possible entre l'infraction et la sanction. La sanction doit être systématique et la certitude de la sanction est très importante pour prévenir ces atteintes très graves à la laïcité. Alors soyons clairs maintenant sur l'éducation à la sexualité, parce que ça provoque débat depuis plusieurs jours et il n'y aura pas de réunion jeudi. Le projet de programme d'éducation à la sexualité devait être examiné. Sera-t-il examiné en décembre, comme le demandent les syndicats d'enseignants? Alors, il faut qu'il puisse être examiné pour pouvoir ensuite être présenté Donc il sera examiné en décembre. La difficulté, c'est qu'en l'affaire courante, moi, personnellement, je ne peux pas présider ce conseil. Or, il faut un portage politique fort. Moi, je veux être la ministre qui présente ce programme, qui le défend. Il est important. D'ailleurs, je veux ajouter un point très important, qui est une précision importante. Ce programme, qui fait partie du Code de l'éducation, le Code de l'éducation à la sexualité, fait partie du Code de l'éducation, comme les programmes de maths, de français ou d'histoire-géographie, ou d'éducation physique et sportive. Mais derrière, attention, il n'y a aucune éducation aux pratiques sexuelles. On n'apprend pas les pratiques sexuelles dans ce programme. Il y a des fausses informations, des rumeurs. Quelconque sexualité. Du tout. Absolument pas. Zéro. Ce sont des fausses informations. Je dément formellement cela. Ce programme ne contient pas cela. Ce programme, en revanche, il appelle à quoi? Il appelle au respect. Il apprend le consentement. Il apprend à dire non. Vous savez, le procès de la jeune actrice Adèle Haenel montre que apprendre à dire non quand on est mineur, c'est très difficile. Il faut pouvoir accompagner nos jeunes pour qu'ils puissent dire non dans ces moments si graves. N'oublions pas qu'aujourd'hui, un jeune sur 3, entre 2 et 3 jeunes par classe sont victimes d'atteintes sexuelles, qu'aujourd'hui, 6 chiffres de l'ARCOM, on a 2,3 millions de mineurs qui chaque mois en France, accèdent à un site pornographique pour répondre à leurs questions. Moi, je ne veux pas qu'on ait accès à la pornographie pour refaire l'éducation à la sexualité. Je vais vous dire, c'est très simple. Entre Pornhub et l'école, moi je choisis l'école. Entre TikTok et l'école, moi je choisis l'école. Anne Genetet, vous choisissez l'école. Ça veut dire concrètement que ce texte présente 3 axes.
3 axes. 1, se connaître soi-même, vivre et grandir avec son corps. 2, rencontrer les autres et construire avec eux des relations, s'y épanouir. Et 3, trouver sa place dans la société. Ce sont les 3 axes. Absolument. Soi-même, les autres, la société. Concrètement, à l'école élémentaire, puis au collège, quel serait cet enseignement, cette éducation à la sexualité? Alors, je vais donner un exemple très concret. Allez-y. C'est par exemple apprendre à lire les émotions sur un visage. Là, nous parlons, vous me parlez, je vous regarde et je vois à travers votre visage quelles sont les émotions que vous pouvez transmettre. Pour un professeur, c'est très important, par exemple. Quand il donne une consigne, sortez vos affaires, il faut que les élèves puissent comprendre que quand il dit sortez vos affaires, c'est une consigne banale qui demande de sortir ses affaires le matin quand on commence un cours. Ça n'est en aucun cas un message agressif. Il faut apprendre à décrypter ce que dit le visage en plus de la parole. Et bien ça, c'est ce qu'on apprend à travers ce programme en toute petite section. Lire, décrypter sur un visage la peur, la colère, la tristesse, la joie. Ça, il faut savoir. Voilà, en primaire, c'est par exemple ce qu'on va apprendre à décrypter. Se connaître soi-même. Se connaître soi-même et connaître l'autre aussi, savoir ce que me dit l'autre. Alors, vivre et grandir avec son corps, c'est quoi? Eh bien, c'est apprendre d'abord à reconnaître ce qu'est, par exemple, qu'est-ce que je dois considérer comme une partie qui m'appartient à moi-même, que personne ne doit toucher. Oui. Il faut apprendre ça. Quand la jeune Adèle Haenel, dans le procès qui est en cours, quand elle a été agressée sexuellement, est-ce qu'elle savait dire, là, on n'a pas le droit de me toucher? Vous savez, on est témoin aujourd'hui de scènes, notamment mimées, jouées, faites par des élèves très jeunes, qui montrent qu'ils ont eu accès à des images, à des comportements qui ne relèvent pas d'un comportement de leur âge. Il faut pouvoir leur dire et leur expliquer. Donc il faut qu'ils comprennent ce qu'est leur corps, ce qui leur appartient, et à eux seuls et à personne d'autre. Donc, est-ce que... Oui, mais... qui comprennent ce qu'est leur corps. Est-ce à l'enseignant, je sais pas, à une association de leur expliquer ce qu'est leur corps? Ou aux parents? Parce que beaucoup se disent et s'inquiètent. L'école n'a pas à se substituer aux parents. Alors, les parents sont un partenaire indispensable. Il y a une éducation fondamentale qui est évidemment faite en famille. J'espère que connaître son corps, ça se fait déjà en famille. Mais quand on prend, pour les plus grands, l'éducation à la sexualité, qu'on s'aperçoit que seuls 15% des parents proposent une éducation, ont un éveil à la sexualité de leurs enfants, notamment à travers essentiellement la connaissance et l'apprentissage des maladies sexuellement transmissibles, il manque une immense partie de ce qu'est l'éducation à la sexualité, et c'est là que nous pouvons être partenaires. Donc l'école a son rôle à jouer à côté des parents. Donc si vous êtes reconduite au ministère de l'Éducation nationale, il y aura ce Conseil supérieur de l'éducation avant fin décembre. Absolument, il doit se tenir, parce que ce programme doit être présenté. Les professeurs ont besoin de s'en servir. Vous savez, c'est aussi un soutien pour nos professeurs qui peuvent avoir parfois l'objet d'une question d'un de leurs élèves, à un moment inattendu, complètement déconnecté du cours qui a lieu. Il faut que nos professeurs puissent répondre. Donc ce programme est un soutien pour nos élèves, un soutien pour nos professeurs, un soutien aussi pour parents qui auront d'ailleurs accès à la totalité du programme qui sera entièrement en accès libre. Est-ce que vous avez été catastrophé par les résultats publiés la semaine dernière de nos enfants? Résultats en français, en mathématiques. Les résultats d'une étude internationale qui ont été étudiés sur des élèves de CM1 et de 4e, qui montrent que nous sommes à la traîne, clairement. À la traîne, vraiment. Alors, mais plus qu'à la traîne. Alors, qui justifie toutes les mesures qui sont mises en place pour pouvoir mieux former nos professeurs, pour pouvoir mieux accompagner nos élèves en grande difficulté. Maintenant, je voudrais aussi les mettre aussi en parallèle, sans non plus négliger ces résultats qui sont très importants à prendre en considération, qui justifient toutes les mesures. L'acte 2 du choc des savoirs que j'ai annoncé, c'est ça, c'est de l'aide individualisée, c'est la réécriture des programmes. Par exemple, en CM1, on voit qu'en maths, puisque c'était une étude sur les maths, nous ne sommes pas bons. On s'aperçoit, quand on regarde de près, que l'étude des fractions des décimaux, quand on dit un gamin va acheter une demi-baguette, un demi, eh bien on s'aperçoit qu'en CM1, dans ce test, il ne savait pas ce que c'était. Pourquoi? Parce que l'apprentissage mathématique de cette notion est fait en France trop tard par rapport aux autres pays. La réécriture des programmes que j'ai fait publier là à la Toussaint, c'est justement une réécriture qui permet d'avancer cette notion. Désormais, elle sera enseignée dès le CE1. Donc, oui, il y a des mesures qui ont été prises pour pouvoir répondre à ce niveau de nos élèves français qui, en école primaire, est insuffisant, et en 4e également. Derrière, n'oublions pas que nous avons besoin de scientifiques, nous avons besoin de gens qui sauront faire de la robotique, du numérique, des ingénieurs, nous avons besoin de scientifiques, il faut absolument monter le niveau en maths. Réjouissons-nous quand même de savoir que la France est très bonne en maths plus loin, parce qu'on a beaucoup de médailles Fields. Mais ça nécessite un travail dès l'école primaire, et c'est ce que nous faisons. Anne Genetet, hier je recevais Sandrine Rousseau, qui a tenu des propos très commentés sur l'arrestation, l'emprisonnement de Boualem Sansal. Vous avez
pris connaissance de ces propos. Comment réagissez-vous ce matin? Vous êtes ministre de l'Éducation nationale, c'est un écrivain français, franco-algérien, mais français. Absolument. Oui. J'ai lu Boualem Sansal, notamment 2084, qui est un livre qui doit nous interpeller. C'est ce qu'on appelle une dystopie, mais qui est extrêmement prenante et qui nous fait comprendre comment nous pourrions peut-être... avec beaucoup de bonne foi, semble-t-il, nous laisser embarquer vers un modèle de société qui n'est pas le nôtre, et notamment vers cette poussée de l'islam politique contre lequel nous luttons avec beaucoup de fermeté. Contre l'islam politique. Et notamment dans les écoles. Et notamment dans les écoles. Absolument. Dans les écoles. Vous la sentez, elle est forte, la poussée. Elle est forte, et il y a d'ailleurs un livre qui vient d'être publié en Belgique, Alain n'a rien à faire dans ma classe, qui en témoigne. Et je suis convaincue que nos enseignants sont aussi soumis à cette... Alain n'a rien à faire dans ma classe. Les classes françaises. Il n'a rien à faire dans les classes françaises non plus, et c'est pour ça que nos enseignants sont soutenus. Je leur apporte mon soutien. Ils ne doivent pas être contestés dans leurs enseignements, et donc c'est toutes les mesures que nous avons mises en place pour qu'ils puissent parler, dire et faire reculer cette pression de l'islam politique. Mais pour en revenir à Boualem Sansal, vous avez été étonné par ces propos de Sandrine Rousseau. Je crois qu'il combat avec beaucoup de courage justement cette pression de l'islam politique, et nous avons besoin d'écrivains. La littérature est aussi un moyen d'exprimer ce rejet de la pression de l'islam politique. Ça veut dire quoi selon vous? Ça, faut lui demander. C'est à elle, ce sont ses propos à elle. Moi, je considère que Boualem Sansal est un écrivain extrêmement intéressant et qui nous aide, à travers la littérature, à prendre conscience de cette pression et à la manière dont nous devons à tout prix le combattre et le rejeter. Merci Anne Genetet d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h57. Patrick Roger, juste après les infos de 9h.